sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 12 juillet, merci de regarder Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et pour aujourd'hui, comme chaque mercredi, nous allons ouvrir notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier qui me rejoindra dans un instant pour répondre à toutes vos questions. Et notamment, on va s'intéresser au cas des investisseurs sous visa E2 qui ne respecteraient pas les règles d'éligibilité de leur visa. On en parlera dans un instant en cas de violation, comment faire, qu'est-ce qui peut se passer pour vous. Restez avec nous et puis en seconde partie, Sylvie Delenclos me rejoindra également pour parler de sa recette cette semaine. Comme chaque semaine, on parlera de la quiche lorraine, de la recette de la quiche lorraine, la vraie m'a-t-elle dit. Donc restez avec nous également pour ne pas louper ces techniques. Et puis la météo, il y aura de belles éclaircies encore pour aujourd'hui dans le ciel de la Floride malgré quelques nuages prédominants. Côté Mercure, il fait actuellement 29 degrés sur Hollywood. On attend 31 degrés au meilleur de la journée, soit 87 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, nous ouvrons notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et ce matin, nous nous intéressons à tous ces investisseurs sous visa E2 qui ne respecteraient pas les conditions d'éligibilité de leur visa, parce que vous avez beaucoup voyagé, il me semble, ces dernières semaines. Vous avez passé, il me semble, 4 fois la douane, c'est ça, en une semaine, et vous vous êtes rendu compte que c'était un petit peu de plus en plus compliqué, qu'il y avait de plus en plus de contrôle. Alors, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que j'ai beaucoup voyagé entre le Canada et les États-Unis. J'ai passé effectivement les douanes 4 fois en 5 jours. En plus, j'ai beaucoup d'appels. Ces derniers jours, je vous dirais les deux, 3 dernières semaines, en plus au bureau de Montréal, j'ai vu des clients qui avaient des problèmes de violation. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en parler parce que je sais que beaucoup de nos clients et aussi d'autres personnes nous suivent sur la chaîne de télévision. Et surtout que le visa E2, finalement, est un visa assez répandu, enfin, que de nombreuses personnes demandent pour venir travailler.
sur le C'est territoire américain. Et il y a beaucoup de conditions à respecter, c'est ça? Donc, quels sont les types de violations, on va dire, les plus vus? Alors, le visa E2 est très utilisé par la majorité des gens en Europe et beaucoup aussi au Canada qui viennent investir aux États-Unis. C'est un visa très simple que nous avons déjà discuté auparavant à obtenir. Les problèmes que je vois dernièrement, c'est que les gens obtiennent un visa E2 pour 5 ans parce que ce sont des visas qui sont émis pour une période plus longue que d'autres types de visas. Et quand ils sont sur le territoire américain, souvent, l'activité commerciale ne fonctionne pas comme ils avaient prévu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont peut-être dévier, changer de l'activité commerciale pour laquelle ils avaient obtenu un visa E2 au préalable à l'ambassade américaine ou au consulat général, ou ils vont carrément arrêter l'activité. Ils vont vendre le commerce ou arrêter l'activité commerciale. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Où sont les dangers? Alors, les dangers principaux, c'est quand ils voyagent. Quand ils voyagent à l'extérieur des États-Unis, ils rentrent aux États-Unis avec leur passeport, leur visa à l'intérieur, ou ils présentent un visa à l'immigration américaine en disant « Voilà, je rentre avec mon visa E2 pour le salon de coiffure ou pour le restaurant dans lequel j'ai investi, mais l'activité n'existe plus. L'activité a été arrêtée. » Alors, c'est une violation du visa E2. Ça, c'est la première violation, de présenter un visa en disant « Je suis toujours manager de cette activité commerciale. » Dans un établissement qui est fermé. Qui est fermé. Et souvent, j'ai eu même des cas, j'ai eu même des clients qui m'ont appelé où ils travaillaient ailleurs. Ils utilisaient le visa E2 parce qu'ils ont obtenu leur numéro de sécurité sociale américain. Avec ce numéro de sécurité sociale, ils allaient travailler dans un autre restaurant ou dans une autre activité complètement différente. Ils n'ont pas le droit, les gens n'ont pas le droit d'utiliser leur numéro de sécurité sociale pour aller faire une autre activité ou même une deuxième activité en parallèle. Ça, c'est un autre type de violation. Alors, la question qui m'est posée tout le temps au téléphone, c'est comment ils peuvent savoir que j'ai une violation, que j'ai plus l'activité commerciale. Ça, c'est une question classique. Alors, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. L'officier à la douane peut poser des questions, par exemple, par rapport au bail commercial, au nombre d'employés, le chiffre d'affaires. Ils peuvent leur poser des questions aux douanes. Et surtout, je voulais en parler aujourd'hui parce que maintenant, beaucoup de gens sont en train de voyager. Ils vont bientôt revenir pour la rentrée scolaire. Alors, c'est là qu'il y a beaucoup de questions aux douanes. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent vous demander d'aller en deuxième inspection. Deuxième inspection, c'est derrière, où l'officier a accès à plus d'informations sur leur ordinateur. J'allais vous demander, finalement, quand on est en douane devant le guichet avec l'officier, il pose des questions, mais il a quel moyen de vérifier si ce qu'on dit est vrai? Alors, les moyens qu'il a, c'est les moyens qu'ils ont accès à Sunbiz, au département de corporation. Ils ont souvent accès à l'IRS. Ils ont accès à différents databases, mais pas les documents. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire « OK, on vous laisse rentrer, mais vous êtes tenu de vous présenter à une deuxième inspection, ou ce qu'on appelle en anglais Deferred Inspection. Ça veut dire un deuxième bureau où là, les clients sont obligés d'apporter… Non, ça peut être un autre jour. Ça peut être plus tard. Alors, c'est une entrée, si vous voulez, qui est… probatoire, on va dire. Ils sont en une espèce de probation, tout à fait. Et là, ils sont obligés d'avoir les documents à l'appui. Alors, les taxes, le bail commercial, la preuve des employés. Et s'ils ne l'ont pas… Si on n'a pas, oui, on fait comment? S'ils n'ont pas, le visa est annulé, ils sont déportés des États-Unis. Mais c'est encore plus grave que ça. Parce que si les gens ont présenté le visa aux douanes en indiquant qu'ils sont toujours managers et qu'ils présentent une misreprésentation, c'est considéré une fraude. Et ça, c'est parce que c'est une fausse… admission, qu'ils vont donner à l'immigration pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Donc, ils sont déportés, ils ont une interdiction de revenir sur le territoire? C'est ça, ils ont une interdiction qui est à vie. Quand vous avez été considéré d'avoir menti, alors l'interdiction est à vie. Alors, il faut qu'ils fassent une demande de waiver, que nous avons déjà discuté, une permission de retour, mais pour le restant de leur jour, pour revenir aux États-Unis. Ils peuvent revenir, mais la procédure est assez longue. Pour les Canadiens, ça prend peut-être 6 mois. Pour les Français, les Européens, c'est entre 1 an et 2 ans, mais ils ne pourront pas revenir tout de suite. Normalement, il faut attendre au moins 1 an. Il faut qu'ils aient réétabli leur résidence et leur emploi à l'extérieur des États-Unis avant de pouvoir demander une permission de retour. Alors ça, c'est une des façons qui s'aperçoivent qu'il y a une violation. La deuxième façon que j'ai un problème avec les clients assez souvent, c'est qu'ils arrivent à la fin de leur visa E2 et ils arrivent et me disent « Ben non, j'ai tout arrêté il y a 1 an, il y a 2 ans, je n'ai plus cette activité commerciale. » Comment renouveler, oui. Comment renouveler? Alors, comment renouveler? Parce que quand ils renouvellent ou même s'ils changent de catégorie de visa, l'ambassade va regarder si oui ou non ils étaient toujours en classification, qu'ils avaient bien opéré, qu'ils avaient bien fait ce qu'ils devaient faire. Alors, si ce n'est pas le cas, là, ils ont un autre problème au moment du renouvellement. Ils ne peuvent pas renouveler parce que s'ils ils présentent leur dossier et que l'ambassade s'aperçoit qu'il y a une violation, ils vont avoir encore, qu'est-ce qu'ils appellent un bar, de fraude. un refus
un refus d'entrée, un refus de retour aux États-Unis, et là, ils ne reviennent plus. L'ambassade va les empêcher de revenir, ils vont tout annuler. Le ESTA va être bloqué parce que le visa est annulé et ils vont se rendre compte que c'est plus possible. Alors, ils ne peuvent pas renouveler le visa. Après, les clients me demandent souvent en consultation, mais si je change de visa, si je ne renouvelle pas le E2, que je fais un B1, B2 ou un visa étudiant ou un autre type de visa, ils vont toujours regarder que le visa actuel est valide. Alors, ils vont toujours retourner en arrière. Alors, même si l'affaire était en perte ou n'était pas bonne, ça, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'ils n'aient pas arrêté ou qu'ils n'aient pas fait autre chose. Parce que même si c'est en perte, on peut garder quand même son visa. Parce qu'il n'y a pas une histoire qu'on doit sortir tous les 2 ans du territoire américain quand on est sous un visa investisseur, c'est bien ça? C'est ça. Tous les 2 ans, il faut sortir du territoire. Tous les 2 ans, parce que l'entrée aux États-Unis est pour 2 ans à la fois avec le visa. Même si le visa a été mis pour 5 ans, ils ont le droit d'être sur le territoire américain que 2 ans à la fois. Ça veut dire que tous les 2 ans, effectivement, il faut qu'ils présentent ce visa aux douanes. Oui. Alors là, encore, ils vont pouvoir voir s'il y a des problèmes. Mais disons que l'affaire n'est pas très forte, mais qu'ils continuent quand même à opérer. Alors, ils ont toujours le droit d'être ici, ils ont toujours le droit de travailler dans leurs affaires pour lesquelles ils ont obtenu le visa. Mais à la fin, si l'affaire n'est pas profitable et qu'ils décident de faire autre chose, là, c'est bon parce qu'ils n'ont pas de violation. Ils n'ont pas réussi à atteindre le chiffre d'affaires. Ils peuvent faire autre chose. Ça, c'est une possibilité. Même si le chiffre d'affaires n'est pas atteint, ils peuvent basculer sur une autre activité. Ou ils peuvent quand même demander un renouvellement avec peut-être un plan d'affaires en expliquant qu'est-ce qui s'est passé. Comme nous avons eu des problèmes durant la période où, vous savez, la crise immobilière, où beaucoup de gens ont eu beaucoup de difficultés. Alors, les renouvellements étaient plus difficiles parce que les activités commerciales avaient moins réussi. Alors, à ce moment-là, l'ambassade peut leur donner un visa de 1 an ou 2 ans avec un business plan en leur donnant une chance de remonter. De refaire leurs preuves. Donc ça, c'est l'idée, en fait, pour prolonger. Par rapport à cette condition de sortir tous les 2 ans du territoire, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Alors, si vous ne le faites pas, les gens deviennent illégaux aux États-Unis. Donc, rien que pour ça, en fait. Si on est sous visa E2, qu'on ne sort pas tous les 2 ans, on devient illégal. Et ça, c'est un point qui est devenu très difficile parce qu'avant, ils donnaient les cartons blancs pour les gens qui avaient des visas dans l'avion où les gens le complétaient. Ils avaient le fameux carton dans leur passeport. Ils ont éliminé les cartons. Et même à aujourd'hui, les gens ne vont pas sur Internet pour imprimer le I-94 après leur entrée aux États-Unis. Alors, ils n'ont aucune idée des dates à laquelle ils doivent sortir. Et ils peuvent dépasser des fois de quelques mois, des fois de quelques jours. Et ils nous appellent, ils nous disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir le plus rapidement possible. Il y a des choses à faire pour pouvoir redresser la barre, finalement. En cas de violation, si on ne respecte pas la sortie tous les 2 ans, si on utilise son numéro de sécurité sociale pour travailler pour quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut revenir sur ce visa E2 ou c'est tout bêtement annulé? C'est très, très, très difficile quand il y a une violation. Donc, en cas de violation, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Ce que je conseille aux clients, s'ils n'ont plus d'activité commerciale, c'est de carrément quitter les États-Unis et de revenir avec le ESTA en expliquant à la douane que l'activité commerciale est terminée pour que le visa soit annulé. Ils annulent le visa aux douanes avec un tampon qui s'est marqué « Cancel without prejudice », sans préjudice. Et là, ils peuvent rentrer avec le ESTA et recommencer un autre type de visa. Mais il faut arrêter d'utiliser ce visa et surtout arrêter de le présenter aux douanes quand ce n'est plus le cas, parce que c'est une fraude et c'est très, très sérieux. Je retrouve ces gens-là qui ne peuvent plus rentrer aux États-Unis, justement à mon bureau de Montréal, parce qu'ils ne sont plus en mesure de rentrer aux États-Unis et là, il faut leur demander des permissions de retour. C'est important pour tous les gens qui vont revenir bientôt cet été de leurs vacances et qui n'ont plus d'activité commerciale, d'être très vigilants parce qu'il peut y avoir des contrôles plus importants qu'il y avait avant depuis la nouvelle administration. Et justement, pour éviter de tomber dans un cas de figure de fraude, sûrement les téléspectateurs ont beaucoup de questions à vous poser. Comment on peut vous contacter, Maître Marcel Poirier? Alors, pour tous les gens qui auraient des questions à ce sujet, avant même de revenir, si les gens sont à l'étranger, téléphonez-moi au bureau à 305-854-4445 ou vous pouvez me joindre par le biais du site à marcelpoirier.com. Parce qu'il y a encore beaucoup de questions à développer, nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, Maître Marcel Poirier, d'être venu nous expliquer un petit peu toutes ces fraudes dans lesquelles il ne faut pas aller sous visa E2. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur l'immigration aux États-Unis. Merci Grégory. Merci à vous. Et nous, on se retrouve juste après ça, ne bougez pas.
Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous matin et c'est mon moment un petit peu préféré dans la semaine, celui de la chronique de Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie. Pourquoi préférer? Parce que vous êtes gourmand. Ça doit venir de là, je pense. Bon, bonjour Grégory, ça va très bien, oui. Et aujourd'hui, donc, classique. On passe à table pour une recette salée. Voilà, alors là, on n'innove pas du tout, tout le classique. monde connaît. Mais tout le monde connaît la quiche Lorraine. Un classique, mais la vraie quiche Lorraine. Ah là, c'est la vraie. Vous me l'avez promis. Voilà. Donc, oui. Non, la quiche Lorraine, c'est vraiment quelque chose qui est connu dans le monde entier. Hein. Ça Même vient... ici, en Amérique, tout le monde mange la quiche Lorraine. Ça vient d'où? J'allais dire, ça vient d'où? Ça vient de Lorraine. de la Lorraine, forcément, voilà, comme exactement. le nom l'indique. Il y a longtemps qu'on concocte Oh là, cette c'est quiche. vieux, hein, ça fait plus de 400 ans. Ouais. En fait, elle a été créée au XVIe siècle. Et c'est le cuisinier du duc de Lorraine, qui s'appelait Stanislas, qui venait de Pologne, et donc qui a créé la quiche Lorraine. Alors, au départ, à l'époque, au Moyen-Âge, on faisait la pâte à pain, on faisait le pain tous les jeudis. Donc tous les jeudis, il y avait du pain. Ah oui. Alors, donc c'est vrai que la quiche Lorraine a été créée un jeudi. Parce que donc on faisait le pain, on faisait le pain pour la semaine à l'époque. On prenait le pain de tous les villageois, on faisait cuire là où il y avait des fours et tout le monde amenait sa pâte à pain. Alors donc ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il restait de la pâte. Et puis il a étalé cette pâte très très finement, donc pâte à pain. Et puis il a battu des œufs et de la crème, mis au four, et voilà, la quiche Lorraine était née. Alors, pas tout à fait, puisque après on y a ajouté du lard, du jambon. Et puis on n'est plus sur une recette de pâte à pain. Ça a évolué, parce que ça nous rappelle plutôt, quand vous parlez de pâte à pain, ça nous rappelle plutôt ce qui se fait en Alsace. Oui, de l'autre côté. Exactement, la flamme que oui, parce que les Alsaciens et les Lorrains... Il y a eu un combat sur la quiche. Une petite bagarre, voilà. Mais la quiche Lorraine, après, donc la recette, c'est des petits morceaux de lard fumé que l'on met en dessous de l'appareil. Mais les Vosgiens, les Alsaciens plutôt, mettaient des oignons. Des oignons pour la quiche alsacienne. Voilà, c'était donc la flamme-cuche, la fameuse flamme-cuche. Donc, notre quiche Lorraine, c'est une pâte brisée maintenant.
On va passer à la recette pour voir un petit peu comment la concocter. Ouais. La vraie quiche lorraine. Exactement. Je tiens à le préciser. Donc, Oui. du coup, il faut forcément, Alors, la base, c'est la pâte brisée. Bon, il y en a qui la font avec une pâte feuilletée aussi, hein, c'est possible, mais ça détrempe quand même plus ou moins. Je trouve qu'une pâte brisée, c'est quand même bien croustillant, c'est mieux. Et forcément, on la fait soi-même. Et oui. C'est mieux. Donc, vous allez nous dire un petit peu Alors, comment, on va comment parler de concocter la pâte brisée. Ouais. Donc, la pâte brisée, là, pour une recette, enfin une tarte de cette dimension, elle doit faire à peu près 25 cm. Alors, on prend 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf. On va prendre un verre d'eau. On ajoute une cuillère d'huile d'olive. Toujours pour le croustillant, du sel, un peu de sel, une grosse pincée de sel. Et puis, donc, on mélange bien tous ces ingrédients. On fait une jolie boule que l'on met au réfrigérateur 1 heure, ça suffit. Il ne faut pas la malaxer pour que ça fasse… Pas trop, non, parce qu'elle va durcir sinon. Ah, donc on malaxe gentiment, on en fait une boule. Et on laisse reposer au frigo et combien de on temps la met au réfrigérateur. 1 heure, ça suffit. 1 heure. 1 heure, ça suffit. Bon, après, vous pouvez vous en servir le lendemain, le surlendemain, etc. Hein. La pâte, ça se garde 2-3 jours. Hein. Mais bon, 1 heure. Ensuite, vous étalez votre pâte dans une tourtière, comme on dit. Une tourtière. Voilà. C'est un plat… La tourtière, oui, c'est un plat à tarte. Voilà, avec les bords un petit peu ondulés. Les bords un petit peu ondulés, comme ça. Ensuite, eh bien, on prend nos petits morceaux, alors, soit de jambon, soit de lard fumé. La vraie recette, c'est quand même du lard fumé. Moi, je prends quand même souvent du jambon fumé. Oui. Le jambon allemand. Ici, on trouve sous le nom de Black Forest. Ah oui, voilà. Oui. Oui, il faut prendre celui-ci parce que si vous goût prenez un des petit peu jambons fumé, voilà, qui ont trop de goût sucré, vous savez, il y a des jambons un peu au miel. Oui. Vous avez des jambons aussi qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur. Et le vrai jambon à la française, si on trouve le bon jambon à la française, ou alors les petits morceaux de lard fumé. Alors les petits morceaux de lard fumé, moi je conseille quand même de les faire revenir un petit peu à la poêle. Voilà, pour dégraisser un peu. Pas tout, mais enfin rapidement, voilà. Ensuite, nous mettons nos petits morceaux de jambon ou de lard fumé, donc la vraie recette, lard fumé. Et puis, on fabrique un appareil avec, alors, encore une fois, pour cette taille, on va mettre 4 œufs et puis 250 millilitres de 300 millilitres. De lait ? Voilà, non pas de lait. Alors justement, la grosse erreur, jamais de lait dans la quiche lorraine. Je vais revoir ma recette alors. Très très important. Moi j'étais avec les oignons déjà, donc c'est pas bien. Non. Et pas alors de lait. ça, de la crème. Hein. De la crème. Voilà, de la crème liquide entière. Voilà, on ne met pas décrémé, on ne met pas tout ça. Non, si on ne veut pas grossir, on en mange moins, mais on prend met de la crème entière. Voilà. Et on enfourne. Au four, 35 minutes à 400 degrés Fahrenheit ici. Voilà. 35 minutes ? 35 minutes, oui. Normalement, 35 minutes, elle est comme ça, vous voyez, dorée. On plante un couteau, c'est ça, non, comme un gâteau, non? On peut, mais normalement… Pour voir si tout est bien parce cuit. qu'en fait, si vous voulez, quand on va la sortir du four, elle est tremblotante un petit peu, hein, le dessus. Donc après, ça va se figer, et puis voilà. Une belle salade verte. Ah oui. Et le repas est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Voilà. Alors, la quiche lorraine, ça peut être une entrée ou un plat. Ça se mange plutôt froid ou réchauffé? Eh bien, écoutez, les deux. La vraie recette? Chaud. La vraie recette, c'est chaud. Bon, en France, moi, depuis que je suis petite, on en fait. C'est chaud. Hein. Ouais. Mais ça se mange aussi bien froid. En entrée, c'est bon. Et puis le soir, si vous êtes juste vous en famille, vous la faites avec une salade et vous avez un plat, un petit dessert derrière, c'est bien. Alors la quiche lorraine, bon, je la montre comme ça, comme un plat, mais vous pouvez aussi faire des mini quiches, des petits cocktails, très très bons. Vous en aviez fait d'ailleurs? Oui, des mini quiches dans les cocktails de mariage, voilà, des petits vins d'honneur ou bien donc qui se dans détaillent les buffets. en petits modèles. Oui. On peut également faire d'autres tartes salées.
Exactement. Alors la quiche Lorraine, oui, elle se décline. D'ailleurs, quiche, j'ai oublié de vous dire. Hein. Ah, le nom quiche, bah voilà finalement. Voilà, ça vient de l'allemand. On n'en a pas parlé. Kuchen. Kuchen, qui veut dire tarte, gâteau. Je n'ai pas fait allemand. Voilà. D'accord, qui veut dire tarte. Moi non plus, je n'ai pas fait allemand. Tarte ou gâteau. Exactement. Et qui veut dire aussi, donc, on cuisine, parle de cuisine Kuchen, dans le vieux français. Cuisine, voilà, c'est ça. Exactement. Bon, on aurait été complet sur cette quiche Lorraine qui se décline. Alors, donc en on quelques peut mots, faire, oui, moi je fais souvent la quiche au saumon, donc c'est plus la quiche Lorraine, mais en fait c'est une poire aux quiche chèvres. aux fruits de mer. Alors aux chèvres avec des asperges. Ah, des asperges. On peut faire aussi, ce qui est très 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 bon, c'est ma favorite, c'est le zucchini, les courgettes. Pardon. Des courgettes avec de la feta. Ah, ça oui. c'est excellent. Et les tomates séchées. Pourquoi pas. Et puis, on a alors beaucoup de avec les recettes, courgettes, Sylvie. toujours une petite pointe d'ail. Ah, ça c'est bon à savoir pour relever un petit peu le goût. Exactement. C'est vrai que ça se décline Voilà. dans beaucoup de recettes. Vous nous avez donné bien envie. On va attendre quand même midi pour la déguster. Oh, je pense que c'est mieux parce que là, à 10h du matin… ça risque d'être un petit peu lourd. En tout cas, merci beaucoup Sylvie. Mais la de rien recette du tout. sera retrouvée sur votre on va la mettre, page la vraie Facebook. recette, voilà, on va La la vraie mettre, recette, donc on va mettre la vidéo et puis la recette exacte avec notre pâte brisée, parce que la pâte brisée, on ne l'avait pas encore donnée ces temps-ci. Ouais. donc comme ça, tout Donc, le monde à aura la retrouver, recette de pâte brisée. Vraie quiche Lorraine. Oui. Et pour vous contacter, si on souhaite faire appel à vos services. Comme d'habitude, www.lacuisinedesylvie.com Ou par mail. le téléphone 954 579 23 11 et puis par email, je répondrai bien entendu, privatechefsylvie@gmail.com. C'est noté. Merci beaucoup Sylvie, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour une recette sucrée cette fois-ci. Merci beaucoup. Exactement. Bonne journée. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ça. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi, 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit comme à chaque fois pour les plus courageux à 1h du matin. Et puis n'hésitez pas à réagir et à nous poser toutes vos questions par mail sur floride.tv@gmail.com. On attend vos questions.
Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée à vous et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine